L'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé solidaire des familles des victimes de l'éboulement de Djibo dans le Soum. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2015, sur un site d'orpaillage, un éboulement s'est produit. Pour l'instant, 5 corps sont extraits des décombres sur 13 personnes disparues. Comment les recherches se mènent pour retrouver les autres, Adama Koulibaly revient de Djibo. Il nous répondra dans cette édition. Et puis, une lueur d'espoir pour les jeunes diplômés du Burkina pour décrocher des emplois ou bénéficier de stages. Un programme d'insertion socio-professionnelle au profit des jeunes en fin de formation des universités et instituts du Burkina vient d'être lancé ce 30 avril. Il va concerner environ 1600 jeunes. Quel est son mode épuratoire? La réponse dans ce journal. Et puis, nouvelle journée de violence à Bujumbura ce lundi. Au moins 3 morts parmi les manifestants qui s'opposent à la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. La tension reste très forte dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Tristesse et désolation, ce sont les sentiments partagés sur le site d'orpaillage de Djibo où s'est produit dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2015 un éboulement, un accident qui a fait pour le moment 5 victimes sur 13 disparus. Une délégation du gouvernement burkinabé était ce matin à Daïma pour présenter les condoléances aux victimes, aux familles des victimes et saluer les efforts des orpailleurs pour retrouver les disparus. Adama Koulibaly. Ce corps inanimé extrait des décombres est le 5e depuis que les recherches ont commencé pour retrouver les 13 orpailleurs pris au piège un éboulement dans la nuit du jeudi au vendredi dernier sur le site de Daïma, non loin de Djibo. Une délégation ministérielle s'est rendue ce matin sur ce site pour témoigner de la compassion du gouvernement burkinabé aux parents des victimes. Le message du gouvernement que nous avons porté, c'est un message d'encouragement aux familles éplorées, de compassion et de condoléances pour ces victimes, les familles des victimes, mais également saluer la grande mobilisation dont la population a fait preuve dès l'information donc de la survenue de ce drame-là. Le gouvernement, en tout cas, a suivi de bout en bout, depuis la survenue du drame, l'évolution de la situation, d'abord par la mobilisation des autorités locales qui étaient là dès la matinée du 1er mai, et par la suite, au-delà des autorités locales et des secours qui sont venus donc de Ouayouguia et de Djibo, nous avons enregistré également la venue du gouverneur dès le 2. Avec ce drame, c'est la question de l'orpaillage sauvage qui est remise à jour et le syndicat national des orpailleurs souhaite l'implication de l'État pour mieux organiser ce domaine, pourvoyeur de devises pour de nombreuses familles. C'est une lutte qui vient de commencer, ça ne vaut pas 20 jours. Le vendredi, ça s'est trouvé que c'était environ 17 jours que le coin est déclaré. Ça veut dire qu'on n'a pas pu organiser. Chacun crée ce qu'il veut pour pouvoir l'ordre seulement. Nous demandons le gouvernement un meilleur encadrement. Avec le coin qu'il y a là, on demande l'État de nous laisser, nous les syndicats, avec notre membres qui sont là, on va mieux organiser pour que ces genres de problèmes ne répètent pas. Nous pensons que nous pouvons travailler à approfondir les réflexions pour mieux encadrer donc l'exploitation minière artisanale et faire en sorte qu'avec le concours des uns et des autres, nous puissions donc éviter à l'avenir de telles situations. La solidarité est de mise sur ce site qui date d'à peine 3 semaines où les orpailleurs conjuguent leurs efforts avec ceux des sapeurs-pompiers pour continuer les fouilles à la recherche de corps ou d'éventuels survivants puisque 8 personnes seraient toujours encore sous les gravats. Que s'est-il passé à Daïma, le village du drame, en cette nuit du 30 avril au 1er mai? Le site d'orpaillage date seulement de quelques semaines, mais l'anarchie et le désordre ont vite pris le dessus. Mais cela explique-t-il suffisamment la cause de l'accident? Nul ne saurait répondre exactement. Bernard Diasso. Ce dimanche 3 mai 2015, sur le site d'orpaillage de Daïma, village situé à 5 km à l'ouest de la ville de Djibo, les recherches en vue de retrouver les corps des orpailleurs ou d'éventuels survivants se poursuivent. Sous un soleil de plomb,
La tristesse et la désolation se lisent sur les visages des parents dont leurs proches sont encore sous les décombres, autour d'un trou de près de 7 mètres de diamètre. Population de Djibo et sapeurs-pompiers unissent les forces. Mais à la date d'aujourd'hui, nous estimons encore à 13 orpailleurs qui sont encore sous les décombres. On a pu en extraire 2. Malheureusement, les corps étaient inanimés et surtout en état de début de putréfaction. Face à ce drame, de nombreuses populations ont réaffirmé leur soutien de retrouver les restes de leurs parents afin de procéder à leur inhumation et au rituel funéraire selon leurs coutumes. Si on a vu les corps seulement, ça nous a suffi comme ça, parce que ça fait 4 jours on n'est pas vu à la maison là-bas. Donc tout le monde est rentré de pleurer là-bas et puis on a assis ici. On cherche le corps à tellement. Voilà ce qu'il y a là. Ouais. C'est qu'on cherche. Parce que les malheurs s'y font, donc on peut essayer en bon Dieu, on trouve le corps d'abord. Si on n'a pas trouvé le corps, on n'a rien de dit. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Une exploitation et aussi des conditions non réglementaires de ce site sont entre autres à l'origine de ce drame. Et le syndicat national des orpailleurs d'en tirer les conséquences. Les responsables de notre syndicat envisagent de négocier avec l'administration le renforcement des mesures sécuritaires sur les nouveaux sites et l'application des nouvelles techniques artisanales d'exploitation à moindre risque. Avant de poursuivre, direction le Premier ministère où Yacouba Isaac Zida a échangé ce matin avec une délégation de la Banque africaine de développement. La transition politique au Burkina Faso et le renforcement de la démocratie ont été les sujets évoqués au cours de l'entretien avec le Premier ministre. La BAD, la Banque africaine de développement, prévoit un appui conséquent au processus en cours dans notre pays. À la fin de l'audience, Yolande Lompo a demandé aux représentants de la BAD comment cela va se déployer. On l'écoute. Nous essayons de discuter avec les autorités pour trouver les moyens d'aller vite, compte tenu du gouvernement en transition, pour leur permettre d'apporter des solutions urgentes aux besoins les plus immédiats, mais aussi donner aussi le cadre, la base nécessaire aux futurs dirigeants de ce pays qui vont venir après les élections démocratiques pour que le pays trouve la stabilité compte tenu des événements qui se sont produits dans le pays et des efforts engagés par le gouvernement en matière aussi bien de consolidation de la démocratie qu'au niveau de la gestion que du développement du pays. Il était de mon devoir de pouvoir venir à Ouaga pour discuter avec le gouvernement des conditions pour essayer de renforcer l'appui de la banque au niveau des efforts engagés et permettre au Burkina de poursuivre ses efforts dans la paix et la démocratie. Je vous le disais en titre, une lueur d'espoir pour les jeunes diplômés du Burkina pour décrocher des emplois ou bénéficier de stages. Un programme d'insertion socio-professionnelle au profit des jeunes en fin de formation des universités et instituts du Burkina Faso vient d'être lancé ce 30 avril. Il va concerner environ 1600 jeunes. Quel sera son mode opératoire? La réponse avec Rufin Bationo et Karim Patrick Namouano. Une lueur d'espoir pour les jeunes diplômés en fin d'études universitaires. L'Agence nationale pour l'emploi lance un programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des étudiants. 1600 jeunes diplômés des 13 régions du Burkina Faso seront concernés. Le montant total du programme s'élève à 500 millions de francs CFA. Le programme comprend les composantes suivantes. Nous avons les stages d'initiation à la vie professionnelle. Nous avons les stages, les formations en entrepreneuriat, les formations en technique de recherche d'emploi et maintenant l'appui au montage de dossiers de ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'auto-emploi. Ceux qui ont déjà bénéficié des éditions passées ne peuvent pas encore venir participer au programme. Il faut laisser la place à ceux qui viennent de sortir. Surtout que 2013-2014, le programme était en veilleuse. Le programme a débuté le 30 avril 2015. À terme, les bénéficiaires auront acquis des connaissances pour créer leur entreprise.
Une chance pour les étudiants, diplôme en main, mais hélas en proie au chômage. J'ai le diplôme BTS et DTS en finance comptable depuis 2012. Concrètement, pour avoir les stages, vraiment, il faut avoir un bras long. Il faut avoir un bras long. C'est pas facile. Souvent, on dit même que c'est facile d'avoir le boulot que d'avoir un stage même. La formation en entrepreneuriat pourra ouvrir la voie à l'auto-emploi pour des milliers d'étudiants confrontés à l'oisiveté et au chômage. Un contingent de soldats burkinabés s'apprête à rejoindre le Darfour pour des missions de la paix. Le chef d'état-major général des armées est allé les encourager hier, Maxime Zongo. Sécuriser et protéger les populations en détresse au Darfour, c'est la mission humanitaire que les soldats burkinabés accomplissent depuis un certain temps au Soudan, aux côtés d'autres forces des Nations Unies. À la veille du départ du bataillon LAFI-7 composé de 800 soldats, le chef d'état-major général des armées en personne a tenu à aller encourager ces soldats. Je les ai rappelé le danger qui est permanent au Darfour et la nécessité de maintenir une vigilance permanente afin de prévenir tout risque et mettre en œuvre les savoirs et les connaissances acquises durant tout ce temps de formation afin de réussir la mission et continuer à faire honneur à notre patrie, au Burkina Faso. Le respect des mœurs du pays hôte, tenir compte des cultures des autres frères d'armes, maîtriser les règlements édictés par le commandement, ce sont entre autres les comportements et les attitudes à respecter. Nous allons dans le sens de la continuité. Il y a 6 bataillons qui nous ont déjà précédés sur le théâtre. Je pense que nous nous inscrivons en droite ligne dans la même mission. À la suite de la hiérarchie militaire, c'est l'aumônier de l'armée qui est venu pour prier abondamment pour le succès de la mission, mais aussi pour que le Seigneur protège et ramène les soldats dans leur chère patrie. En politique, l'Union pour le progrès et le changement UPC remobilise ses troupes dans le Sourou. Ce dimanche, le président du parti était face à ses militants à Di et à Tougan, des localités de cette province. Zéphirin Diabré a évoqué la vie du parti, mais aussi la situation de transition politique marquée par la transition politique. Zéphirin Diabré a également discuté d'élections à venir. Francis Tien sur place à Dédougou pour le compte-rendu. L'Union pour le progrès et le changement UPC est à la conquête du Sourou. À travers cette tournée, le parti de Zéphirin Diabré entend sonner le rassemblement de ses troupes. À Digne comme à Tougan, l'objectif de l'UPC a été le même. C'est une revue des troupes de la part de notre parti. C'est l'occasion pour nous toujours de les remercier. Nous profitons pour leur donner notre lecture de la situation nationale et évoquer avec eux les questions liées à l'avenir du pays, notamment les élections qui auront lieu en octobre 2015. La sortie a aussi permis au président de l'UPC de savoir plus sur l'implantation de son parti dans ces localités. Selon les responsables des différents bureaux, l'UPC est représenté dans l'ensemble du Sourou. Malgré ce tableau encourageant, le parti n'entend pas baisser la garde. On a l'infrastructure politique qui est déjà mise en place et ça, c'est quelque chose à souligner parce qu'il y a beaucoup de partis qui parlent haut et fort, mais on n'est pas sûr qu'ils aient même le 10e des structures que nous avons. Mais il ne s'agit pas de mettre uniquement des structures, il faut maintenant les faire fonctionner, notamment les amener à faire leur travail de mobilisation. C'est de ça qu'on en a besoin dans la bataille qui s'annonce. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales se sont succédés pour exprimer leur soif de changement et renouveler leur confiance à l'UPC. Nous accueillons avec satisfaction cette tournée. Nous ne doutons pas de la volonté du président d'apporter les changements qui est tant espéré au niveau de notre pays. C'est l'UPC qui incarne le vrai changement dans notre pays. Les militants du parti des Zéphirin Diabré se sont engagés à œuvrer pour le rayonnement de l'UPC dans le Sourou. De son côté, le Faso Autrement était dans le Passoré. Le parti dirigé par Ablassé Ouedraogo est allé rencontrer les militants pour donner sa lecture de la situation politique nationale et évoquer les prochaines échéances électorales dans le pays. Une pré-campagne qui a permis au président du parti de lancer des appels. Hortense Evelyne Yélémon. Plus qu'une assemblée générale, la rencontre avec les militants du Passoré avait l'allure d'un compte-rendu de la vie de la nation. Quel est le contenu de la transition? Quelles sont les perspectives pour le Faso Autrement? Ce sont là autant de questions qui méritent des éclaircissements pour les militants. Nous leur avons dit que
suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, il est clair que le peuple burkinabé, en mettant fin au régime de Blaise Compaoré, demande le changement et l'alternance. Nous voilà donc dans cette situation où l'alternance, le changement sont devenus possibles. Mais pour rendre ça en réalité, il faudrait qu'eux, ils fassent le bon choix. Et le bon choix pour la direction du parti, c'est qu'au soir du 11 octobre, les candidats du Faso Autrement arrivent en tête. En ce qui concerne la situation politique nationale, le Faso Autrement soutient les initiatives de la transition et son président l'a fait savoir à ses militants. Nous soutenons les actions prises par les organes de la transition et notamment le gouvernement de la transition pour que dans notre pays, l'impunité, l'injustice, la malgouvernance, les malversations, les détournements de deniers publics connaissent une fin. Pour que la lutte soit plus efficace, le Faso Autrement propose la réouverture des dossiers des privatisations et la mise à contribution des populations qui ont des informations sur une quelconque malversation. La rencontre de Yako a également été l'occasion pour le parti de présenter son bureau provincial aux militants. Même exercice auquel se sont livrés les sankaristes de l'Union des révolutionnaires pour le Faso à Koubri, une périphérie de Ouagadougou. Le week-end dernier, ils sont allés informer les militants de la tenue de la convention des sankaristes le 16 mai prochain. À l'occasion, les sankaristes ont réaffirmé leur soutien à la transition. Marguerite Douagneau. L'insurrection populaire de fin octobre 2014 qui a conduit à la transition en cours au Burkina Faso est vécue comme une seconde révolution pour l'Union des révolutionnaires pour le Faso. L'UREFA ne peut alors que soutenir la transition ainsi que le nouveau code électoral et cela pour une raison toute simple. Il y a des personnes qui se sentent exclues, mais nous disons que nous soutenons ce code électoral parce que nous avons dit que nous appliquons le principe de si je tombe, tu tombes. L'Assemblée générale de ce samedi 2 mai à Koubri avait pour principal objectif d'informer les militants à la base de la tenue de la convention des sankaristes les 16 et 17 mai prochains à Ouagadougou et de donner les principaux points qui seront abordés à cette rencontre. Au cours de cette convention, l'ensemble des partis, qui sont aujourd'hui 9 partis, plus les associations se réclamant de Thomas Sankara, l'ensemble de ces personnalités-là et ces mouvements vont désigner un candidat unique pour la présidentielle et une liste commune pour les législatives. Ensuite, il sera aussi décliné les bases d'un grand parti sankariste qui sera créé dans un futur proche. L'enrôlement biométrique dans le cas d'Yogo, c'est à partir du 12 mai prochain. Aussi, l'UREFA a-t-elle invité ses militants à prendre part massivement à l'opération pour assurer la victoire des sankaristes aux prochaines élections générales. Un autre sankariste en pré-campagne, Maître Benewende Stanislas Sankara, avec l'UNUR-PS. Hier, dans le 3e arrondissement de la ville de Ouagadougou, il a invité les militants à s'inscrire massivement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur la liste électorale. Le film de la rencontre avec Boumani Bié. Le président de l'UNUR-PS face à ses militants du 3e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Maître Benewende Stanislas Sankara est allé les inviter à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour une victoire du parti à la présidentielle prochaine. Un message bien reçu par les militants. Des militants qui ont même décidé de cotiser pour le paiement de la caution de leur candidat à cette élection présidentielle. Nous avons demandé au président Maître Sankara Benewende que nous sommes prêts à le soutenir pour battre en tout cas, pour que ensemble nous puissions le conduire jusqu'à Kosiam au soir des élections présidentielles d'octobre 2015. C'est une initiative que le premier responsable du parti a bien appréciée. Si les militants ont décidé de développer des initiatives pour permettre au peuple de réaliser ses propres objectifs, cela est conforme à notre vision qui est que nous devrions nous-mêmes prendre en main notre propre destin et compter sur nos propres forces. Nous n'avons pas de soutien extérieur, nous n'avons pas de soutien occulte, il faut le dire.
notre soutien, c'est le peuple burkinabé et c'est Dieu. L'occasion a été saisie par Maître Benewende Stanislas Sankara pour expliquer aux populations de 10 arrondissements les ambitions du parti. Il a par ailleurs invité ses militants à rester mobilisés pour les prochaines activités du parti. Situation nationale largement évoquée aussi ce 3 mai à Koudougou avec 3 formations politiques, notamment l'UNDD, le RSR et le RDF avec leurs militants. Ces partis dont les responsables sont frappés d'inéligibilité par les dispositions du nouveau code électoral estiment que le nouveau texte est discriminatoire. Isaïe Parkouda. Les représentants du Rassemblement pour un sursaut républicain RSR, de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD et du Rassemblement des démocrates pour le Faso RDF expliquent ici aux militants de la province de Bulkemde le point de vue des 3 partis politiques sur la situation politique nationale après insurrection. Cette situation qui est fortement marquée par l'adoption le 7 avril dernier du nouveau code électoral. La délégation qui est venue de Ouagadougou dénonce certains dispositifs de ce code qu'elle trouve exclusifs. Nous attendons des militants une mobilisation forte. Tout comme d'ailleurs, nous ne disons pas uniquement à nos militants, parce que cette loi électorale qu'on nous impose, c'est une loi unique qui ne favorise même pas la réconciliation nationale. Ce mécontentement est porté à la connaissance de l'opinion publique le 9 avril dernier par 9 partis politiques. Ces partis entendent donc utiliser tous les moyens légaux pour obtenir le retrait des textes de loi incriminés. Nous avons introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel et également un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc nous avons constitué un collectif d'avocats qui est chargé de porter ce recours-là au niveau de la CEDEAO, puisque c'est une instance qui est habilitée à recevoir ce type de réclamation. Les militants du CDP sont venus aussi parler d'une même voix. Ils espèrent ensemble remporter le combat judiciaire engagé contre le nouveau code électoral. Pour refermer cette page politique sur le front judiciaire, sachez qu'il y a de l'évolution dans le dossier Thomas Sankara et 12 autres. Mariam Sankara, la veuve du président du Conseil national de la Révolution, président du Faso, est attendue à Ouagadougou le 14 mai prochain où elle devrait arriver dans la soirée. De sources proches du dossier, son audition est prévue ce 18 mai. S'agissant de l'exhumation annoncée du corps présupposé comme étant celui du président du CNR, la décision appartient au juge d'instruction qui pourrait rendre une décision en la matière dans un délai raisonnable. Nous y reviendrons. Les secrétaires du Burkina élisent le patron de l'année 2013 et 2014. La fêtière des caisses populaires du Burkina et la Caisse nationale de sécurité sociale sont les lauréates de ce concours qui a pour but de soigner l'image de la secrétaire au Burkina, Boumanébié. C'est une cérémonie qui a permis de rendre public les résultats de l'élection du patron de l'année 2013 et de celui de 2014. Des éditions remportées respectivement par la Caisse nationale de sécurité sociale et la fêtière des caisses populaires. Chaque patronne a reçu un trophée et une attestation. Effectivement, les secrétaires de ces 2 structures ont toujours bénéficié de formation dans leur plan stratégique. Il y a les sessions de formation qui sont prévues pour les secrétaires. Et par ailleurs, les formations ne se font pas uniquement au niveau national, même à l'extérieur, ils envoient former leurs secrétaires. En plus, ces secrétaires sont vraiment impliqués dans toute la vie de leur structure. Et nous avons estimé, selon nos critères, qu'il était intéressant d'encourager ces structures en les mettant comme patron de l'année 2013 et 2014. Le patron de l'année est un cadre créé par l'Association professionnelle des secrétaires de Burkina APFB. Son but est de récompenser annuellement les entreprises de l'administration publique et privée qui se sont distinguées dans la promotion et le bon traitement de leurs secrétaires. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous, une fierté pour la CNSS que les mérites soient reconnus. Parce que depuis un certain temps, la Caisse travaille justement au renforcement de son personnel. C'est un sentiment de fierté et on n'y pensait pas. Et c'est vrai, les 10 dernières années, nous avons mené des actions allant dans le sens du renforcement des capacités
des secrétaires et des assistants de direction. Des poèmes qui magnifient le travail des secrétaires et des remises de certificats de reconnaissance à des structures qui accompagnent l'action de l'APRD ont aussi marqué la cérémonie. Un numéro vert pour donner son avis sur les prestations des structures de santé fréquentées par les populations de la ville de Ouagadougou. C'est le 80 00 11 73. Le but de la manœuvre est de permettre aux citoyens de bien profiter de leurs droits de la santé. Evelyne Dabiré. Vous souhaitez donner votre avis pour éventuellement améliorer la gouvernance en santé? Appelez donc le numéro vert gratuit, le 80 00 11 73. C'est en substance le message délivré à ce point de presse donné par l'ODESAT, une organisation de la société civile qui œuvre dans le domaine du droit à la santé. Un serveur vocal interactif est mis à la disposition de 11 anciens secteurs de Ouagadougou afin que les usagers des centres de santé puissent donner leur avis sur différents points comme le paiement, la qualité de l'accueil ou du service. On cherche ici à avoir le regard de deux populations, un regard plutôt à l'intérieur des structures à travers les agents de santé et un regard extérieur par rapport aux usagers. Puisque là, c'est deux regards qui sont différents et les appréciations, les doléances ne sont pas les mêmes. À terme, ce projet devrait permettre aux politiques d'utiliser les données collectées pour améliorer le système de santé au Burkina. La première phase de ce projet a pris fin le 30 juin dernier avec plus de 9000 appels en 124 jours. La seconde phase débute dès ce mardi 5 mai pour 3 mois, de même que les sensibilisations par des banderoles et des spots afin d'inciter la population à donner son avis au numéro vert, le 80 00 11 73. Sana Bob. Le Koundé d'Or 2015 dans les locaux de la RTB Télé, l'artiste dit être venu exprimer sa gratitude aux responsables de la télévision publique pour le soutien multiforme à lui apporté tout au long de sa carrière. Avant l'artiste, c'est un diplomate américain qui a été reçu. Le résumé de Haruna Maré. Un diplomate américain dans la peau d'un présentateur du journal à la télévision du Burkina. L'hôte du jour est venu s'enquérir du fonctionnement de la RTB après les saccages subis lors des événements de fin octobre. De la salle de rédaction, en passant par la section images, le diplomate a pu également visiter d'autres services et échanger avec les responsables de la télévision. J'ai lu beaucoup de rapports à propos de ça, mais pour voir moi-même les choses. Et à ce moment, vous avez des besoins immenses d'équipement, de formation, des finances. Ça, c'est les besoins, ça, c'est énorme à ce moment. Et nous espérons que nous pourrions vous aider. À la suite de Cornelius Walsh, le Koundé d'Or 2015, lui est venu présenter son trophée au directeur de la télévision du Burkina, Wezen-Louis Oulon. Une visite mise à profit pour remercier également ses fans. Il me connaît longtemps et il a même contribué d'une manière ou l'autre de ma carrière quand il était à la radio. Ils ont cru à moi, on m'a soutenu pendant des années. Et aujourd'hui, chaque Burkinabé, chaque artiste burkinabé, son rêve d'avoir un Koundé. Je ne m'attendais pas. Mais mes fans me disent que l'année, c'est ton année. Si l'année, c'est mon année. C'est l'année de Burkina, tout de Burkina, peuple burkinabé. Nyama faso kama fama pana nyimyamye mwana wore nyore tirvim nentaba tumalaton bayira. Pour ceux qui n'ont pas lu les quotidiens du jour, Abdourahmane Zongo nous propose ici une revue de presse des quotidiens. Quand les médias font l'actualité des médias, ça n'arrive pas toujours. En effet, les quotidiens de ce 4 mai 2015 reviennent largement sur la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Celle au plan national n'est pas en reste. Pour le quotidien Aujourd'hui au Faso, les pistes pour une vraie indépendance ont été balisées lors d'un débat animé par 3 orateurs. L'autonomie financière des organes de presse et des journalistes, le statut particulier des médias d'État sont, entre autres, les éventualités qui ont été dégagées pour une meilleure liberté de la presse sur tout d'État. Notre confrère des éditions Le Pays cite le professeur Serge Teofile Baliman, un des 3 panélistes pour qui il y a des acquis intéressants suite à l'insurrection. En témoigne la décrispation,
c'est-à-dire la multiplication des titres de presse qui oblige le média public à ne plus être conservateur. Selon Prosper Farama, un autre panéliste, il faut aux médias d'État, je cite, un statut particulier approprié, mettre des balises sur la nomination des premiers responsables de ces médias et l'autonomie des journalistes par rapport à la hiérarchie. Dans le journal de tous les Burkinabés, Jean-Baptiste Ilboudo, un des 3 orateurs, égrène un chapelet d'impératifs de service public pour le bon fonctionnement des médias d'État, même s'il reconnaît d'emblée que ces impératifs de service public ont du mal à se retrouver dans ces médias d'État. Je cite, « L'indépendance vis-à-vis du gouvernement, le respect de la liberté d'expression, la satisfaction du droit à l'information, à l'égal accès des différentes composantes de la société aux médias, l'observation stricte des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information. » Le quotidien Notre Temps consacre un peu de son temps en mettant l'accent sur le rapport sur l'état de la liberté de presse pour la période 2013-2014 au Burkina Faso. Selon ce rapport, 4 organes de presse ont été cambriolés, les outils de travail des journalistes emportés. Le rapport ajoute que pendant l'insurrection, des journalistes ont été violentés, soit par les forces de défense et de sécurité, soit par des prétendus manifestants, et leur matériel de travail confisqué et ou détruit. Enfin, les journalistes des médias publics ont, en 2014, poursuivi le journal, mené des luttes contre les émissions grossières et intempestives des autorités en charge du ministère de la Communication dans le traitement de l'information. Il s'en est suivi, conclut le journal, des sanctions contre certains d'entre eux. Abordons maintenant une actualité un peu troublante émanant du journal Le Soir, pour qui le Premier ministre Isaac Zida fait face à un casse-tête à mesure que la transition se poursuit. Je cite, « Le Premier ministre Zida, personnalité très centrale dans la transition, est aujourd'hui mis en quarantaine par l'armée, la haute hiérarchie et la soldatesse comprise, d'où il provient. Il a perdu sa base originelle, affirme le journal. Mais que reproche-t-on au Premier ministre Isaac Zida? Notre confrère s'en défend. Sa haine du général Djendjéré, son mépris de la haute hiérarchie, la division de l'armée par les actes qu'il pose, son projet de dissolution du RSP. Mais est-ce que Isaac Zida dispose d'une marge de manœuvre quelconque? Élément de réponse du journal Le Soir, je cite. En conclusion, il n'y a donc pour Zida que 2 options. L'exil ou la confiscation du pouvoir. C'est là un véritable dilemme pour lui, comme cela l'avait été pour Blaise Compaoré, son mentor. Achevons cette revue de presse par la rubrique Confidence de notre confrère Le Pays. En effet, le journal nous apprend que la horde populaire de Sapsé a eu raison du préfet le 17 avril dernier. Pour refermer ce journal, sachez qu'il y a de l'évolution dans le dossier Thomas Sankara et 12 autres. Sankara, la veuve de l'ex-président du CNR, le Conseil national de la Révolution, président du Faso, est attendu à Ouagadougou le 14 mai prochain, où elle devrait arriver dans la soirée. De sources proches du dossier, son audition est prévue ce 18 mai. S'agissant de l'exhumation annoncée du corps présumé, présupposé comme étant celui du président du CNR, la décision appartient au juge d'instruction qui pourrait rendre une décision en la matière dans un délai raisonnable. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Je vous retrouve tout à l'heure pour le 22h15. À bientôt.